Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et on est on. Bonjour Anariel, comment vas-tu? Bonjour Quentin, très bien, ravi d'être là. Super, alors pour cette première interview avec moi, c'est un peu spécial parce qu'Anariel, elle travaille avec moi, on bosse tous les deux pour No Code for Good, c'est une association qui fait du no-code pour les entreprises à impact positif. Anariel, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec joie. Écoutez, moi c'est Anne-Arielle Sérac, je suis consultante digitale en no-code et IA et je travaille effectivement avec Quentin dans l'équipe de No Code for Good depuis presque 2 ans d'ailleurs. Ouais, On c'est y vrai. arrive, ça avance. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Moi, j'ai créé ma structure il y a presque 2 ans aussi. Et je suis issue d'une reconversion dans la tech. Avant, j'étais ingénieure agroalimentaire, donc un autre univers. Super, est-ce que tu peux nous donner le nom de la structure actuelle, si j'ai mon doigt à la Ma chercher? structure s'appelle A2 Conseils. A2 Conseils. Pas Ok, compliqué avec Anne-Arielle. bah super, et du coup c'est auto-entreprise, c'est ça? Auto-entreprise, ouais. J'accompagne des petites structures, associations ou auto-entrepreneurs aussi qui sont dans un autre domaine pour les aider à trouver des réponses avec les outils no-code et l'IA dans leur quotidien et leur faire identifier là où il y a un besoin de gain de temps ou un besoin d'optimisation. Parce qu'on a une belle panoplie d'outils à disposition aujourd'hui. Donc, petite étude est nécessaire pour regarder ce qui est bien adapté. Super, bah première question simple. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans le no-code et l'IA? Dis-moi tout. Alors moi, c'est pas arrivé comme ça a été une progression sournoise depuis des années. Moi, j'ai passé 10 ans dans l'agroalimentaire, dans différents métiers, et à chaque fois dans mes métiers, je cherchais une optimisation des outils. J'avais en quête perpétuelle d'optimiser les outils avec lesquels je travaillais au quotidien. Et il y a eu le passage du Covid. Je pense que ça a aidé l'accès de plus en plus facile à de nouveaux outils, à de nouvelles formations sur Internet. On va dire aussi que ça a pu aider. Et petite pause il y a 3 ans où je me suis dit qu'en fait il était temps de consacrer plus de temps à cette passion des outils et pour comprendre le nerf de la guerre qu'est la tech, il fallait que je comprenne le développement web. Et donc j'ai arrêté, j'ai coupé un peu mon métier et je suis partie au wagon pour faire une formation de développeur web pour comprendre la base, le cœur névralgique de ce qu'était la tech. Et en fait, j'avais pour objectif de regarder ce qu'était le métier de product manager, qui était à peu près ce qui me correspondait par rapport à mon bagage agroalimentaire. Et en fait, en sortant du wagon, il y a eu l'explosion de l'IA. Vraiment, ChatGPT est arrivé, on a vu tous les outils exploser. Et dans la boîte à outils du product manager, il y avait les outils no-code. Et après avoir codé, j'ai découvert le no-code et je me suis dit ça c'est vraiment l'avenir pour les structures dans lesquelles j'ai pu travailler et les associations avec lesquelles je commençais à travailler, dont No Code for Good, qui était déjà bien dans le sujet, mais le no-code pour moi c'était une révélation de pouvoir construire des outils accessibles qui répondaient à des besoins bien spécifiques sans passer par des usines à gaz avec des gros outils qu'on peut retrouver dans des plus grosses structures. Donc rendre accessible la tech à tous et toutes. C'est un peu la découverte, le coup de cœur. C'est super, hein, c'est toujours un peu le coup de cœur des personnes qui sont surtout dans les ops, le plaisir de l'optimisation. Exactement. Quand tu as commencé ta formation, tu dirais que tu étais à quel niveau en termes de maturité sur tes usages numériques? Hyper curieuse, mais franchement le niveau était bureautique curieux. C'est-à-dire que je poussais un peu les outils que j'avais à disposition, mais j'ai jamais été poussée Excel, je suis toujours restée à l'usage traditionnel des outils, mais dès que je pouvais pousser pour le développer
et l'adapter à mon usage, j'y allais. J'ai bossé avec SAP dans certaines structures, j'ai essayé de voir comment on pouvait développer des utilisations vraiment propres au métier que j'avais. Tous les outils internes, en fait, j'ai essayé de pousser un petit peu pour que ce soit plus adapté à mon besoin. Donc curieuse, envie de comprendre comment ça fonctionnait, envie de tirer un peu l'outil, mais sans aller non plus dans le back-office, quoi. Ok, il y avait quand même une petite appétence pour les outils et pour aller plus loin sur ta formation du coup quand tu as commencé. C'est ça. C'est ça, et puis comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités. Ok, bah, du coup, qu'est-ce qui a été le plus grand changement après avoir suivi ta formata ou tes formations, enfin du coup tes formations? Bah, c'était une révolution, pour le coup. Une révolution. Je pense que même mon quotidien a changé. Il y a eu même un moment un peu trop trop de paillettes où, en fait, la révélation des outils no-code a pris le pas sur ma vie privée, ma vie perso, ma vie pro. Il y avait l'organisation du quotidien presque, envie de tout mettre dans des boîtes parce qu'en fait, les boîtes étaient disponibles et qu'on pouvait tout planifier, automatiser, ranger. Voilà, j'ai été un peu loin, je pense, pendant une certaine période, mais pour pouvoir tester vraiment jusqu'au bout les outils que j'avais dans les mains. C'est bien de rationaliser au bout d'un certain moment, parce qu'il faut pas tout automatiser, il faut vraiment avoir la réflexion de où est le besoin et l'adapter au bon endroit, avec le bon outil. Mais du coup, il y a eu une vraie révolution, non, c'est sûr. Et aujourd'hui encore, j'utilise ces outils-là pour des volets de ma vie perso. Et je vois à quel point c'est un game changer le côté pro des personnes que j'accompagne. Donc voilà. Non, il y a eu un avant, un après, hein. Je pense que vraiment, ce sujet avec la facilité d'accompagner sur la prise en main de ces outils aussi. Il y a quand même un côté très intuitif sur les outils no-code et surtout avec l'arrivée de l'IA qui permet encore plus un accès à ces outils-là. C'est hyper satisfaisant de mettre en place ces outils-là, de pouvoir les transmettre et de pouvoir faire monter en compétence la personne qu'on accompagne. C'est vraiment, ouais, c'est partie des moteurs pour mon nouveau métier. Ah bah, génial, en plus je t'assure que moi aussi quand j'ai commencé, j'ai eu aussi les paillettes aux yeux et j'ai essayé de faire des applications pour tout n'importe quoi. Elles n'ont pas forcément On te toutes laisse embarquer. marché, mais elles étaient là. Et donc pour suivre Mm. sur le sujet, du coup, ces applications, dans quel outil tu as utilisé en termes de no-code, d'IA, qu'est-ce qui t'a plus le passionné quand tu t'es formé et que tu utilises encore maintenant? Les premiers pas, ça a été sur Notion, donc très tout doux. Je pense que c'est un des outils les plus accessibles quand on découvre le code et qu'on n'a pas un besoin particulier. Notion pour organiser, en fait, je l'ai utilisé dès ma formation pour ranger, pouvoir réutiliser toutes les connaissances que j'étais en train d'accumuler, les sites qu'on me conseillait, les contacts. Enfin, j'ai vraiment fait une base de données limite CRM personnelle avec Notion. Et ensuite, très rapidement, découverte d'Airtable. Ça aussi, passion Airtable parce que c'est une façon extrêmement accessible de pouvoir ranger quand on a une grande quantité de données. Alors pour la petite anecdote, j'organise des soirées dégustation de vin chez moi, régulières avec pas mal de monde et pas mal de dégustations. Et l'outil Airtable est super adapté pour planifier ces sessions de dégustation, pour pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui sont venues, mettre une présentation associée, etc. Ouais, donc c'est un vrai outil de gestion de projet qui permet d'avoir pas mal de données et qui permet de les présenter de façon très accessible et de les rendre disponibles aux participants sans avoir à créer un site internet ad hoc, etc. Donc Airtable assez rapidement et ensuite comme je sortais du wagon et que j'ai accompagné des structures dans la création de leur site internet, j'ai découvert Webflow. Moi je me suis j'ai passé pas mal de temps avec Webflow aussi pour la création de site internet parce que j'y ai retrouvé toute la logique de développeur en ayant la facilité de développer en très peu de temps ce que j'avais pris du temps à coder. Donc, une satisfaction assez forte de voir apparaître un site quand même en un temps record après avoir fait le diagnostic et établi ce qu'on cherchait. Plutôt magique, hein. Même si c'est pas magique derrière, il faut bien la connaissance de développeur web est pas inintéressante pour pouvoir bien suivre ce qui est en train d'être développé, mais c'est assez satisfaisant. Donc ouais, Notion, Airtable, Webflow et puis rapidement voilà, avec l'IA à côté, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de discussions entre guillemets avec ChatGPT. Je suis passée enfin, je challengeais un petit peu les IA conversationnelles. Aujourd'hui, c'est plutôt un usage, enfin une IA en fonction de l'usage recherché. Donc elles ont toutes leurs forces et faiblesses, on va dire ça comme ça. Il faut être conscient un petit peu de leurs capacités et en fonction du besoin, je passe sur telle ou telle IA pour accompagner dans mes projets.
Donc ça fait un petit combo de départ assez dynamique. Et évidemment, les outils d'automatisation, donc Zapier et Make, avec lesquels on tombe très vite dans le chaudron aussi, qui permettent de répondre à un besoin de simplification et de gain de temps sur les tâches répétitives qui est absolument démentiel. Voilà, globalement le Et, panorama. et du coup, quand tu disais que tu retrouvais une logique de développeur, est-ce que ça veut dire qu'avant, tu avais fait quand même un peu de développement et tu t'y connaissais un petit peu, ou c'était vraiment, tu découvrais en même temps les logiques de développeur? Non, parce que en passant par le wagon, j'ai appris toute la logique du développeur web. J'ai codé, j'ai vu toute la logique de faire le front, le back, etc. Enfin, c'est vraiment quand on recherche un bug sur l'application qu'on est en train de développer, le fait d'avoir eu la construction d'une application web en développement aide quand même à retrouver les problématiques sur un outil no-code. Moi, je trouve que c'est un plus, c'est pas indispensable. Clairement, je trouve aujourd'hui, surtout comme l'IA est à côté, qu'on peut lui poser la question, qu'elle peut aider à résoudre un problème, on a de moins en moins de besoin, je pense, de cette connaissance de dev. Mais elle m'est utile encore aujourd'hui pour essayer de comprendre la logique qui est derrière, pourquoi est-ce que quelque chose ne passe pas éventuellement, aller chercher un peu plus loin. Ça peut m'aider à aller un petit peu explorer le code derrière, de temps en temps. Mais très peu, je reste très à la surface de tout ça. Ok, bah super. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cette interview. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas d'usage où tu as réussi à implémenter du no-code et de l'IA pour des entreprises ou pour toi-même? J'ai plusieurs cas concrets. Donc dans 2 ans, en fait, j'ai accompagné plusieurs structures avec des dimensions un peu différentes. Déjà hyper satisfaisant d'accompagner quelqu'un qui est un peu éloigné de ces sujets-là, qui a un vrai sujet, qui a identifié un vrai besoin. Et du coup, on réfléchit ensemble à la solution qui serait la plus appropriée. J'ai accompagné un entrepreneur dans l'agroalimentaire qui avait besoin d'automatiser sa rédaction de post LinkedIn sur la base d'études scientifiques d'un sujet très spécifique. Ça, c'est quand même un point enfin, une recherche assez particulière, mais c'était intéressant et on a réussi à connecter un outil de veille professionnel avec un bot qu'on a établi ensemble, enfin, qu'on a construit ensemble pour que l'article identifié soit récupéré avec un prompt un peu adapté, puisse être préparé et que la personne puisse vérifier avec son ton, avec sa façon de communiquer, évidemment toujours avec une relecture humaine derrière, mais ça lui a simplifié tout le travail de préparation du poste, tout en sachant, et ça c'est super important, qu'on a identifié les moments dans ce process où son intervention était indispensable. C'était son expertise qui était importante, donc c'était à elle de sélectionner les articles qui l'intéressaient pour communiquer dessus. Donc ça, on l'a pas déchargé à l'IA, on l'a pas déchargé à une automatisation, c'était vraiment à elle de sélectionner. Mais à partir du moment où elle l'avait sélectionné, possible de préparer le prompt avec son ton et sa façon d'écrire les posts pour qu'elle ait plus qu'à ajuster un petit peu les éléments clés qu'elle voulait communiquer et puis garder son rythme de poste, etc. Donc ça a été vraiment la démarche d'étudier où l'humain était encore indispensable, où elle avait besoin de gain de temps et qu'est-ce qu'on pouvait automatiser sans que ça dénature son expertise qui était quand même le cœur du sujet. Donc ça a été un premier projet. Après, j'ai des projets plus importants, surtout sur la réalisation de la programmation d'événements. Donc là, ça fait 2 ans que j'accompagne des événements tech dans le no-code. Et là, le no-code est essentiel à la préparation de ces événements. Donc, j'ai été responsable de la programmation du No-Code Summit et je le suis aujourd'hui pour la grande journée de No-Code France. Et dans les 2 cas, on utilise du no-code et c'est indispensable pour que, enfin, c'est un gain de temps absolument incroyable pour récupérer les propositions de prise de parole, les évaluer, les mettre dans une programmation avec bien faire rentrer dans chacun des créneaux, vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, etc. Enfin, le no-code est magique pour ça. Transmettre la programmation, la connecter à des outils externes, sites web, etc. En fait, le no-code permet cette espèce de chaînage automatique et surtout actualisé en permanence. C'est-à-dire que dès que je mets à jour la base de données, les différents outils qui sont connectés peuvent être à jour instantanément avec les nouvelles informations. Et ça permet aussi d'avoir le relais technique après sur le site avec la logistique pour savoir combien de personnes sur scène, quels besoins il faut préparer, anticiper de micro, etc. Donc c'est le no-code est cœur de ces événements-là et permet de réaliser, je pense alors, entre 4 et 6 à chaque fois dans les équipes, des événements qui, je pense, il y a quelques années, nécessitaient au moins une vingtaine de personnes pour la même application. On est sur quelque chose de très, très satisfaisant.
Donc ça, c'est la partie professionnelle, accompagnement d'événements. Chez No Code for Good aussi, le no code est cœur d'organisation. C'est toute la partie opérationnelle qu'on fait tourner avec le no code. Et pareil, c'est des outils qui sont irremplaçables en fait, qui sont dynamiques, qui permettent une collaboration avec l'équipe et qui nous permettent de réaliser un peu. Enfin, tout est possible, j'ai envie de dire, mais il faut avoir une structure et une architecture bien pensée et un accompagnement aussi de chacun des utilisateurs qui est important pour que tout soit fait avec une certaine règle et un certain suivi. Et voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur des sujets plus globaux, sur des besoins d'outils internes, sur des besoins d'outils en fait, de connexion entre outils. C'est vraiment ça aujourd'hui que je constate et ce sur quoi je me développe, c'est aider les entreprises traditionnelles à faire parler les outils entre eux pour pouvoir gagner en productivité et gagner du temps. Voilà. Voilà toutes les cas d'usage que je peux avoir aujourd'hui en tête, mais c'est vrai que c'est assez infini, quoi. Oh, C'est non, non, possible. je t'assure que là, il y en a beaucoup, et puis on espère qu'il y en aura plein d'autres aussi, hein. On Euh, espère. en comparaison avec ce que tu faisais du coup avant de faire tes formations, si tu avais voulu lancer par exemple ton application pour organiser les dégustations de vin ou aider à l'organisation d'un événement, est-ce que tu aurais eu des solutions qui auraient pu t'aider à faire ce que tu aurais voulu faire, ou tu penses que le no-code et l'IA sont vraiment ont été vraiment essentiels pour toi pour cette construction? Moi, j'ai une réponse toute faite sur la partie dégustation de vin. J'ai commencé à la développer en code et clairement, Ok. j'aurais pas pu la maintenir, j'aurais pas pu la faire tenir, j'aurais pas eu la patience, pas eu le temps. Aujourd'hui, avec les outils no-code, comme c'est une structure qui est personnelle, hein, mais qui évolue tout le temps parce qu'en fait, on se laisse la porte ouverte à plein de nouvelles idées en permanence. Je peux faire évoluer l'outil quasiment chaque mois en fonction de l'évolution qu'on a envie de lui donner. Il y a toujours une interface utilisateur qui se met à jour, qui évolue avec mes envies, qui tient la donnée. Alors la donnée est clé, hein, mais la donnée est propre. Elle est rangée, elle est rentrée et je peux la faire parler comme j'en ai envie en fonction de l'évolution des différentes thématiques que je fais dans mes dégustations. C'est certain que si j'avais pas eu les outils no-code, j'aurais jamais tenu un outil tech autour de ces soirées. Et on aurait été encore sur un fichier Excel, quelques photos et voilà. Et ça donne une dimension hyper dynamique à l'événement et qui me permet aussi d'aller potentiellement, enfin, me communiquer dessus avec ce groupe de dégustateurs. Donc non, non, c'est certainement grâce aux outils no-code qu'on peut avoir cette dimension-là hyper riche et de suivi de nos dégustations. Et je pense que les applications sont infinies dès qu'on organise un événement ou dès qu'on rassemble des gens, s'il y a une connaissance à partager, les outils no-code sont super utiles pour ce genre d'application. Ok, super. Euh, Pour toi, quel meilleur conseil que tu donnerais à toute personne qui aura envie de faire la même activité de toi, conseiller des gens, les aider à développer des outils ou même à créer des outils pour ton propre usage personnel? Tester. Clairement, je pense que quand on met les mains dedans et qu'on voit la réalisation qui est assez rapide, en fait, quand on sait ce qu'on veut et qu'on commence à construire avec un outil no code, il y a une satisfaction assez, pas immédiate, mais assez rapide sur ce qu'on est en train de construire. On voit vraiment, on reprend vraiment la maîtrise de son outil tech. On n'est pas obligé, enfin voilà, on peut en faire un petit peu, le modéliser à son besoin, à sa façon, et on voit la réalisation vraiment quasiment instantanée de ce qu'on est en train de construire. Donc je trouve que faut pas hésiter, faut se lancer, et accessoirement, on en parlera sans doute après, il y a quand même un contenu en ligne et une communauté extrêmement dynamique sur les outils no-code et l'IA qui permettent de ne jamais se sentir seul et de jamais être vraiment perdu ou bloqué sur le développement de ces outils-là. Donc c'est vraiment faut pas hésiter, faut se lancer. Je pense qu'il y a de quoi faire. Bah carrément, puis on remercie aussi la communauté et No Code France pour maintenir une communauté avec beaucoup de personnes et que chacune de ces personnes ait un peu toujours envie de répondre, de t'aider à résoudre des problèmes quand tu as une petite question sur le Slack. C'est vrai que ça fonctionne super bien. Comment l'IA et le no-code ont modifié la répartition de ton temps de travail? Est-ce que tu as l'impression que depuis que
tu es dans l'IA et le no-code, tu as beaucoup plus de travail? Est-ce que les tâches sont plus longues ou est-ce qu'au contraire, tu arrives à mieux t'organiser et tu arrives à mieux optimiser ton travail? Elle est très guidée cette question. Complètement. Je crois que je vais y aller direct, l'autoroute. Clairement, l'IA et les outils no-code, ça, moi qui suis en quête de gain de productivité en permanence, j'ai une satisfaction immense à utiliser ces outils. C'est-à-dire que j'ai une sensation d'avoir une équipe avec moi, ça ne remplacera jamais l'humain et c'est hyper important de le rappeler, mais quand même, cette possibilité de structurer l'information, de l'organiser, de pouvoir la challenger, de créer de la structure. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment des outils du quotidien. Enfin, quand je me mets à travailler, j'ouvre mes outils qui sont boostés à l'IA, qui sont mes outils no-code. Et en fait, je suis basée sur ces outils-là pour pouvoir structurer ma pensée. Et j'ai vraiment la sensation, pour le coup, qui est, je pense, très réelle, d'avoir réorganisé mon temps avec vraiment une forte proportion de travail, de réflexion, de construction, de création, et plus de temps perdu dans la formalisation. Enfin, j'ai vraiment gagné du temps dans le, enfin je pense la valeur ajoutée que je peux apporter plutôt que dans la mise en place de tout ça qui peut, enfin qui me prenait un temps fou et surtout quand on a un profil un peu carré ou qu'on aime bien que les choses rentrent au bon endroit et soient bien alignées, ces outils-là répondent vraiment à ce besoin de pas perdre de temps sur la forme et être vraiment dans le cœur du sujet en permanence. On ressente vraiment notre énergie sur ce qui a de l'importance. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des bénéfices surprenants ou des utilisations que tu n'avais pas anticipées au départ quand tu as commencé à apprendre le no-code? Elia? Des bénéfices surprenants. Ou est-ce qu'au contraire, peut-être tu connaissais déjà, tu savais déjà à quoi tu t'attendais et t'as eu tout ce que tu Non, voulais? alors, ces outils-là et l'IA en particulier, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc en fait, il y a une sorte qui peut être un peu, enfin, un peu parfois pas angoissante, mais on se dit est-ce qu'on est toujours à la page de votre dernier outil, de sa dernière évolution, l'IA n'arrête pas de changer, d'évoluer, de grandir. Il y a ce sentiment-là peut-être, mais en tout cas, on n'est jamais lassé de ces outils parce que dès qu'on les maîtrise un peu, des nouvelles fonctionnalités arrivent qui nous permettent d'aller encore plus loin, alors on pensait pas que c'était possible, je vais dire ça comme ça. Mais c'est des outils qui n'arrêtent pas de s'améliorer et de simplifier leur mode d'utilisation. Donc c'est plutôt une perpétuelle évolution. Ce qui est un point de vigilance aussi parce qu'on peut pas tout connaître tout le temps et être à la pointe de tous les outils, tous les sujets. Il y a quand même une vague globale qu'on peut suivre et on ne cesse pas d'apprendre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau chaque jour sur ces outils, sur l'IA, sur la façon de l'utiliser, sur les points d'attention aussi. Mais perpétuel apprentissage qui est assez satisfaisant pour ma part. Moi, j'aime bien. Vraiment, on s'arrête jamais. Puis même nous, quand on doit mettre à jour les formations, c'est Oui, pour toi, toujours, c'est un travail. c'est toujours parce que les outils évoluent et c'est très bien parce qu'en fait, ça nous permet de faire plus de trucs. Des fois, des fois Mm. aussi, c'est des Très petites bon point limites. d'ailleurs, parce que heureusement qu'il y a des structures de formation comme Contournement pour reprendre un peu les bases et nous mettre à jour sur ce genre d'évolution. Quand on peut pas tout suivre, on sait qu'il y a des structures de référence comme Contournement où on sait que bah, si l'outil a beaucoup évolué, qu'on n'a pas eu le temps de tout suivre sur l'académie dédiée de l'outil, on peut aller faire une formation avec un accompagnement adapté avec Contournement. Enfin, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des structures fiables pour suivre l'évolution des outils. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler un peu de ton expérience, du coup, en tant qu'auto-entrepreneur. Mhm. Quel est le niveau de maturité des usages numériques, du coup, des entreprises avec qui tu as travaillé? Bon, là, je sais que c'est un peu spécial pour toi parce que tu as beaucoup travaillé avec des équipes de no-codeurs, donc qui connaissaient déjà un peu les outils. Mais j'imagine que tu as aussi travaillé avec des personnes qui étaient moins dans le no-code, comme tu l'as dit avant. Où est-ce qu'ils en étaient à peu près? Et c'est assez variable en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans l'accompagnement qu'on peut faire en tant qu'entreprise ou même toutes les boîtes qui peuvent accompagner les structures, c'est qu'on arrive et que justement il y a un grand travail pour savoir quel est le niveau de maturité tech ou même au sens large des équipes pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et quel accompagnement on va devoir proposer pour que l'adoption soit la meilleure possible. Donc ça a été assez variable. Effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de no-codeurs, donc
Donc c'est plutôt moi qui ai appris au départ sur certains sujets et on s'est apporté beaucoup mutuellement. Et donc l'adoption était quasi gagnée dès le départ parce qu'on avait tous, on était tous convaincus de l'utilité de l'usage des outils no-code. Après, il y a des outils spécialisés qui sont vraiment dédiés à des usages spécifiques. Je pense aussi à l'organisation d'événements. Parfois, il y a voilà, des outils un peu plus no-code, low-code qui peuvent, où il faut prendre, enfin, il y a une montée en compétences qui est nécessaire sur ces outils-là. Donc j'ai fait partie de ces personnes qui ont dû monter en compétence sur des outils évidemment assez régulièrement. Mais sur des structures que j'accompagne, ce qui est important, c'est d'être, enfin, il me semble, quand on va accompagner une structure, c'est qu'il y a une vraie envie, en tout cas, de se développer sur des nouvelles gammes d'outils. C'est une chance que j'ai eue dans mon expérience professionnelle là, dans l'univers du no-code et de l'IA, c'est que les structures que j'ai accompagnées étaient en attente de ces nouvelles propositions d'outils et donc se préparent à avoir un changement de quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé dans tout projet no-code et IA, c'est d'accompagner humainement les équipes qui vont adopter ces nouveaux outils. Et là, les structures que j'ai accompagnées, c'est plutôt des structures traditionnelles qui ont des outils habituels de bureautique et qui commencent à découvrir cet univers no-code et qui réalisent qu'on peut faire beaucoup avec des outils accessibles et qu'il y a une montée en compétences qui est nécessaire mais qui est pas immense du tout et que très vite on a un retour sur investissement de formation qui est réel. Et donc c'est très satisfaisant de pouvoir proposer ces nouveaux outils, voir qu'ils peuvent s'adapter vraiment aux besoins métiers ou d'organisation de ces structures et de pouvoir proposer un accompagnement, une formation et une prise en main de ces outils-là pour les laisser autonomes sur leur patrimoine numérique, en fait, de pas les laisser dépendants d'une structure extérieure. Donc moi, ma mission, en tout cas, la façon dont je la vois, c'est de trouver une solution et de donner les rênes à la structure que j'accompagne pour qu'elle puisse elle-même la prendre en main et la faire grandir, qu'elle soit pas connectée à une structure extérieure en permanence pour cette solution. Donc voilà, c'est pour l'instant, j'ai plutôt accompagné des personnes qui étaient, quand j'ai accompagné, qui étaient un peu débutantes dans l'univers du no-code. Et c'est des outils qui, je trouve, enfin, il faut choisir évidemment les bons outils, mais il y en a beaucoup qui sont accessibles et qui ont une UX qui est assez attractive pour que des personnes qui n'ont jamais vu ce type d'outils aient envie de les utiliser. En tout cas, ça aide beaucoup pour la prise en main dans les équipes quand on arrive avec cette nouvelle gamme d'outils. Ok, quand tu parles qu'il faut choisir les bons outils pour un peu les bonnes personnes, est-ce que ça veut dire que tu as rencontré des freins à l'adoption de ces nouvelles technologies de temps en temps? Ouais, oui, ça fait partie et c'est hyper important, je pense, dans une mission. Il y a une phase de cadrage qui est vraiment importante pour comprendre le réel besoin de l'entreprise et voir le niveau de maturité de l'entreprise ou de l'équipe qu'on veut accompagner. Et dans cette phase de cadrage-là, on va regarder les différents outils qui pourraient répondre aux besoins et on va les proposer, les présenter, etc. Et il y a plusieurs évidemment notions qu'il faut regarder. Il y a la capacité de l'équipe à monter en compétence sur l'outil, comment elle est organisée en interne, est-ce qu'ils ont une autonomie sur l'outil après suffisante. Et après, il y a évidemment des outils qui seront plus ou moins attractifs alors qu'ils répondent exactement aux besoins. Et pour des équipes qui sont loin de ces nouveaux outils-là, qui sont habitués aux outils bureautiques habituels, un outil attractif visuellement a plus de chances d'être sélectionné qu'un outil qui n'a pas une UX très attractive. Pour les faire monter et les convaincre en tout cas d'adopter un nouvel outil, il faut que l'outil soit attractif. Et ça, à performance équivalente, une UX qui est plus attractive que l'autre sera favorisée. Vraiment. Ça, et après, il y a le vrai sujet aussi de sélection d'outils en fonction de la sensibilité des données, de la souveraineté. Enfin, il y a beaucoup de clés d'entrée qui rentrent dans la sélection finale lors d'une phase de cadrage. Donc, c'est important de tout évaluer. Et puis de sélectionner ensemble avec l'équipe. Ok, super. Comment est-ce que tu mesures ton impact dans ces entreprises du coup? Est-ce que c'est plus par rapport à la productivité gagnée? Est-ce que c'est plus par rapport à la qualité de travail fournie? Ou peut-être aussi la satisfaction des clients? Qu'est-ce que c'est ta recette pour mesurer ton impact? Un peu de tout.
Un peu de tout, mais je pense que j'aurais le sentiment de bien réussir ma mission si il y a un gain de productivité avec une facilité d'usage et un sentiment d'avoir gagné du temps et en plus en le faisant sur un outil qui est agréable à utiliser et qui répond à un réel besoin, qui répond bien aux besoins de façon bien adaptée. Non, il faut un peu de tout, je pense. Une mission réussie, c'est que l'équipe qu'on accompagne ou la structure qu'on accompagne ait envie d'utiliser l'outil et qu'elle réponde aux besoins identifiés dès le départ et que ce soit voilà simple et qu'il y ait un vrai gain constaté sur sa journée. Sinon, c'est pas bien fait. Hein. C'est On a sûr, le carrément. sentiment d'échec. Est-ce que tu as réussi à quantifier le temps économisé et les autres bénéfices qu'ont pu avoir l'implémentation de ces nouveaux outils auprès des boîtes auxquelles tu as travaillé? Alors là, la plupart des missions que j'ai réalisées, c'était des besoins où il n'y avait pas de solution qui avait été trouvée. Donc c'est pas un gain de temps parce qu'en fait, du coup, la situation n'était pas, enfin, l'action ne pouvait pas être réalisée parce qu'il n'y avait pas d'outil qui répondait suffisamment aux besoins. Donc c'est plutôt un complément et un enrichissement du travail que du gain en productivité, sauf sur l'IA. Et là, moi, j'y viens parce que ça devient une partie importante aussi de mon activité. L'IA, pour le coup, c'est un vrai gain de productivité. C'est accompagner les équipes pour savoir bien prompter, avoir préparé des cas, des petits agents assez simples, des automatisations, etc. Là, on a un vrai gain de temps qui peut être observé. Et là, je sais pas, ça peut monter à 20% de la journée. Enfin, c'est énorme. L'IA, ce qu'elle peut apporter quand elle est bien utilisée pour un usage bien identifié, c'est très important comme gain de temps. Ok. Cette question, elle est un peu plus compliquée. Quelle est ta vision je te préviens. Quelle est ta vision à 2-3 ans sur l'IA et le no-code dans ton organisation, donc en tant qu'auto-entreprise? Alors toi, du coup, c'est un peu une question qui va des deux côtés. Est-ce que tu comptes continuer à l'utiliser ou est-ce qu'à un moment, tu vas peut-être te faire des outils un peu plus en code et un peu plus solides dans ton organisation personnelle? Et aussi, pareil, est-ce que tu comptes continuer d'utiliser du no-code et de l'IA pour tes clients? Je compte continuer à utiliser le no-code et l'IA pour moi et le proposer à mes clients parce que je pense que c'est une vraie réponse intermédiaire. Il y a vraiment des cas particuliers où c'est le code qui répondra au mieux aux besoins. Et c'est justement mon rôle de conseiller, enfin de consultant, je veux pas dire, c'est d'identifier est-ce qu'il y a besoin de l'IA, est-ce qu'il y a besoin de no-code avant tout, parce qu'il faut se poser la question sur est-ce que le process peut pas être optimisé avant même de poser la brique no-code puis la brique IA. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là que ça se fait. On voit le process, on optimise. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'un outil complémentaire qui peut être du no-code si jamais il n'y a pas un outil présent qui répond déjà aux besoins. Puis la brique IA qui, elle, va apporter une touche supplémentaire à l'organisation de base. Pour moi, ça, enfin, il y aura toujours un besoin pour ça. Est-ce que il y aura no-code puis IA, plus ça avance, plus le no-code et l'IA sont imbriqués. La plupart des outils no-code sont déjà boostés à l'IA, ce qui en fait vraiment des outils avec une efficacité enfin, assez incroyable. Je pense vraiment que ça restera comme ça et que c'est une réponse pour des structures de taille intermédiaire qui n'ont pas le besoin ou la possibilité de passer sur des gros outils qui répondraient à leurs besoins particuliers parce qu'il y a des problèmes de budget aussi, des problèmes de dimension de structure. Le no-code pour moi est extrêmement bien adapté à tout ce qui est structure associative, PME, auto-entrepreneur aussi. Sur des besoins enfin après ça va dépendre vraiment des cas d'usage, hein, mais sur la productivité de no-code et l'IA, c'est vraiment le couple gagnant sur ces sujets-là, pour ce type de structure-là. Mais c'est vraiment pas une réponse pour tout le monde. Ça dépend vraiment du besoin. Et ouais. Donc je pense que je continuerai à accompagner les structures pour leur proposer ce genre d'outils si elles en ont besoin, en fonction de leur cas particulier. Et à mon avis, plus on va avancer, plus no-code et l'IA, ça va être ensemble. Ça va fonctionner ensemble. Mais c'est génial, elle me fait très plaisir cette réponse et c'est aussi important de rappeler que l'IA et le no-code, c'est pas tout. Hein. C'est très bien s'il y a une solution IA et no-code qui est mise en place. Elle n'est pas forcément là pour rester à vie. Hein. Si à un moment, il y a quelque chose de plus performant qui se fait en code, il y a quelque chose qui se construit en code, mais l'avantage c'est qu'on a déjà quelque chose en no-code qui va tourner le temps qu'il y ait quelque chose de plus robuste qui soit construit. Maintenant, on va parler un peu des formations que tu as suivies et comment ça s'est passé. Donc déjà, on va commencer par la question la plus simple.
comment se sont passées tes formations, dans quel format elles étaient, est-ce que tu as eu des sessions de formation, est-ce que tu as fait de l'auto-formation, est-ce qu'il y a eu du mentoring, est-ce que c'était en téléprésentiel, en présentiel, comment est-ce que tu t'es organisé pour ça? Eh ben moi j'ai pas arrêté de me former depuis 3 ans en fait, donc je n'arrête pas et je pense que je n'arrêterai plus de me former parce qu'il y a vraiment un accès à la formation aujourd'hui qui est incroyable. Au tout début ça a été la formation au wagon en présentiel, une immersion intensive, bootcamp de 3 mois, avec pas mal de contenu aussi en ligne, mais une grosse, quasiment tout en présentiel. Moi, ça m'a permis de repenser, me former parce qu'en fait, après quelques années de formation, d'activité, on perd un peu la dynamique de formation et moi, ça m'a vraiment replongé dans le bain. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, sauf que c'est évidemment un temps à part où on doit consacrer 100% de sa journée à la formation. C'est une pause dans sa carrière. Et en sortant du wagon, pour le coup, j'avais un vrai besoin de continuer à me former sur tous ces sujets-là parce que il y a énormément d'outils, comme on disait, énormément l'univers du no-code et de l'IA est immense. Donc, pour avoir un peu de connaissances, il faut se former. Et très rapidement, j'ai découvert Contournement, mais je peux en parler quand même. Parce que ce sont mes premières formations de code officielles, c'est avec Contournement. Et j'y ai retrouvé ce que j'avais particulièrement aimé au wagon, c'est la partie pratique et théorique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans les formations de Contournement, on a un accompagnement pas à pas avec une progression très très bien dosée, où on peut même poser des questions au formateur à la fin de la vidéo si jamais il y a des concepts qu'on n'a pas compris ou des éléments qui sont pas clairs. Et on a un accompagnement, marche après marche, des concepts. Il y a plusieurs niveaux en fonction des outils. On choisit les outils. Il y a la formation globale sur la gestion de projet, le no-code. Vous avez, en fait, en fonction de votre besoin, vous trouvez votre réponse dans le catalogue. Elles sont mises à jour régulièrement. Et puis, c'est surtout un format théorique et pratique avec communauté. Il y a tout. Il y a le fait de pouvoir parler à un buddy quand on a un blocage, avec et puis la communauté No Code France derrière aussi sur différents outils qui peuvent compléter. Et il y a la partie pratique qui nous permet de vérifier si on a bien compris la partie théorique, si à un moment on avait un petit peu décroché et ça nous remet vite dedans. Donc formation wagon, formation Contournement. Je continue Contournement d'ailleurs, je n'arrête pas. Donc comme les formations puissent se mettre à jour, ça permet de rester en ligne. Et après j'ai fait des formations plutôt sur les académies des outils. Donc ça c'est autre chose. C'est beaucoup plus appliqué à l'outil évidemment spécifique. C'est intéressant aussi, c'est complémentaire, mais il y a une approche un peu plus qui va être un peu rouleau compresseur sur l'outil, on va dire ça comme ça. Alors que la prise de hauteur que peut apporter une structure de formation comme Contournement ou d'autres, elle est bienvenue parce qu'il y a aussi de l'application, des cas d'usage qui sont un peu plus larges et puis une réflexion qui peut être un peu plus large que juste l'outil. Mais voilà, j'ai un panorama assez global des types de formations. Il faut choisir ce qui correspond le mieux à son envie, à son besoin, à ce qui marchera le mieux pour que ça rentre et qu'on prenne la main sur les outils et les process. Donc un peu de tout. Et je n'arrêterai pas parce qu'en fait il y a énormément de possibilités de formation. Comme on disait tout à l'heure, les outils évoluent, l'IA évolue et il faut rester à la page. Et soit on passe sa vie sur Internet à essayer de comprendre et à suivre chacun des outils, soit on se repose sur des structures qui, eux, le font pour nous et qui permettent de restructurer un peu les évolutions et de nous accompagner progressivement sur les évolutions en cours. Donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une structure comme Contournement là-dessus. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de recevoir des compliments sur Contournement. Faut aller voir les vidéos de Contournement et des tiennes maintenant. Bien sûr. La formation gratuite qui est disponible, on ne l'oublie pas. Est-ce que du coup tu as déjà donné un petit retour d'expérience sur les formations de Contournement? Est-ce que tu as autre chose à dire dessus ou est-ce que tu veux qu'on passe à la question suivante? On peut carrément, tu as quand même beaucoup parlé des qualités de Contournement. Non, on peut passer à la question suivante parce que j'ai pas plus d'éléments à dire, mais juste peut-être dire que Contournement c'est pas uniquement les formations en ligne. Je pense aussi que à terme, en fonction des structures que j'accompagnerai, je pense que c'est aussi une grande qualité de Contournement, c'est de pouvoir être là physiquement parce que pour certaines formations, le fait de le faire en ligne n'est pas suffisant ou en tout cas pour certains profils c'est pas la bonne réponse et il vaut mieux se voir réellement. Donc voilà, on peut passer aux questions suivantes si tu veux. Allez, c'est parti.
Quel conseil tu donnerais à une entreprise, une équipe ou un individu qui a envie de se lancer lui aussi dans le no-code ou dans ton activité? C'est une très grande question. Parce qu'il y a se lancer dans le no-code et se lancer dans mon activité. Je pense que dans tous les cas, il faut bien identifier le besoin et l'envie, mais le besoin. J'ai envie de dire, il faut faire un cadrage personnel et un cadrage professionnel dans les deux cas. Il faut vraiment, moi, c'est l'étape fondamentale de tout projet et de toute décision, c'est de se poser, réfléchir et identifier le besoin fondamental de tout ça. Se lancer dans le no-code, pour moi, je pense que c'est une vraie réponse à beaucoup de besoins, mais parfois c'est pas la bonne réponse. Vraiment se poser pour savoir est-ce que c'est pas un problème d'organisation avant de vouloir ajouter un outil, est-ce qu'on n'a pas déjà la réponse sur place avant d'aller chercher un outil, c'est ce que j'ai fait là en accompagnant les structures que j'accompagne depuis quelques temps. D'abord se poser la question est-ce que j'ai pas déjà la réponse sous le nez avant d'aller chercher autre chose, et ensuite en tout cas pouvoir être rassuré sur le fait qu'il y a une réponse à tous les besoins, enfin, en tout cas aujourd'hui je trouve. Il y a à partir du moment où on a bien établi quel était le besoin et qu'on a bien dégrossi l'organisation et l'organisation technique et humaine, le cahier des charges est établi et on peut trouver une solution, à mon avis, dans le no-code. Sur le est-ce qu'on se lancer dans le no-code comme moi, franchement, ça va dépendre de l'appétence de chaque personne à vouloir accompagner dans ces outils-là. Il y a plein de choses positives en tout cas, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une grande communauté, la communauté no-code. Il y a une grande possibilité de se former, d'être accompagné et d'être mentoré. Alors moi, je pense qu'il y a eu un peu de mentoring aussi dans tout mon parcours et c'est une grande chance parce que rencontrer les membres de la communauté, poser des questions sur des outils, des points bloquants, etc. En fait, on a toujours quelqu'un qui est plus connaisseur que nous qui peut nous faire grandir. Donc ça, c'est vraiment hyper positif. On n'est jamais seul. Et ça, si quelqu'un a cette crainte-là de se lancer en freelance dans le secteur du no-code, je pense que la question de la solitude, en tout cas, c'est pas un sujet, puisque vraiment, on se sent jamais seul dans la communauté. Après, c'est quand même un état d'esprit un peu particulier, donc il faut avoir envie d'être, en tout cas dans ce qui me concerne, moi, accompagnement spécifique des entreprises, il faut être animé par cette envie d'accompagner, de faire grandir des structures et de prendre le temps de les écouter et de les accompagner, pas imposer quelque chose et de prendre, enfin vraiment c'est des missions pour moi qui sont assez longues parce que j'ai vraiment à cœur de repartir quand l'outil a été adopté, bien adopté et que l'équipe est confortable avec la réponse qu'on a proposée et qu'elle a pris en main et elle sait le faire grandir. Donc voilà, ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de partager, dans quoi on a envie de se professionnaliser. Moi, l'IA aussi, ça fait partie des grands sujets piliers de mon accompagnement parce qu'aujourd'hui, elle est partout et que il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas il nous faut de l'IA, c'est pourquoi il nous faut de l'IA. Et on voit beaucoup quand même un effet waouh de il faut absolument avoir l'IA dans ma structure. Et ça peut faire peur aussi. Il y a un vrai accompagnement global sur l'IA à avoir avant de répondre avec un outil, parce que finalement l'IA c'est un outil. Donc moi c'est hyper important pour moi le côté humain, le côté vraiment on objective le besoin et on voit comment l'équipe est prête à l'accueillir, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour elle prenne en main l'outil, que ce soit IA ou no code ou les deux. C'est clé. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, les réserves qu'on pourrait avoir éventuellement sur ce type de métier, c'est la solitude. Bah, voilà, comme je disais, il y a peu de solitude. Après, c'est un métier un peu particulier. Faut avoir envie de se bousculer un peu, d'apprendre toujours et de repenser à zéro à chaque fois, à chaque nouveau projet. C'est comme si on reprenait, même s'il y a une démarche globale, on repart de zéro parce qu'en fait, chaque cas est particulier et unique et il va falloir s'adapter au cas qu'on a en face de soi. Voilà. Mais il faut y aller. C'est des outils fabuleux et la satisfaction de voir la facilité de prise en main de ces outils et la réponse à des besoins métiers ou des points bloquants qui avaient été identifiés, quand on peut mettre en place un outil qui y répond, c'est une satisfaction incroyable. C'est super, avec tes conseils, il y a tout le monde qui va avoir envie de se lancer, ou en tout cas qui saura s'il a envie de se lancer ou pas. Du coup, Anaël, merci. On arrive un peu à la conclusion de cette interview. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as peut-être envie de donner des références, une personne, un projet ou un outil que tu as envie que les gens regardent ou n'importe quoi? Vas-y, fais-toi plaisir.
Bah, pour ceux qui découvrent le no-code, je pense que Notion, c'est quand même un super outil pour aller tester un petit peu avec plein de templates adaptés en fonction du besoin que vous en aurez, si c'est un suivi comptabilité personnelle ou même gestion de vacances, suivi de bibliothèque de lecture, etc. En fait, c'est vraiment assez rapidement et visuellement ce qu'on peut réaliser avec un outil no-code, que ce soit un site internet. Hein, oui, c'est un peu l'outil tout en un. Plutôt généralisé, générique. Et du coup, c'est un bon pied à l'étrier du no-code, je trouve, pour quelqu'un qui découvrirait le sujet-là. Mais non, il faut aller sur la chaîne No Code France, aller voir un peu ce qui existe, toutes les réalisations qu'on peut faire en no-code. Et le no-code, ça peut aller loin et on peut vite aussi basculer dans la partie low-code et code et en faire quelque chose d'assez assez incroyable. Donc, je pense qu'il y a une réponse dans le no-code pour tous les profils et toutes les appétences. Donc voilà, faut aller tester, faut aller écouter. Il y a des meet-up, il y a des lives, il y a plein de sujets pour se mettre un peu au parfum du no-code et voir s'il y a une réalisation possible dans sa vie. Bon, c'est pas un besoin indispensable, hein, mais en tout cas, si on sent qu'il y a un petit truc qui pourrait être résolu avec un outil, faut aller voir parce que il y a quand même beaucoup de choses possibles et on peut pas mal aider autour et c'est aussi le cœur du sujet de No Code for Good. Le no code, c'est des outils accessibles qui permettent de faire gagner du temps pour des structures qui en ont besoin et c'est voilà, on peut aider autour de soi aussi avec du no code. Moi, c'est un peu ce que j'ai aussi en tête. Super. Maintenant, si des personnes te cherchent ou ont besoin de conseils, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux en ligne? LinkedIn sans problème. LinkedIn, je suis présente ou sur le Slack de No Code France aussi. Donc, on peut me contacter facilement et me poser toutes les questions. Je ferai un plaisir d'y répondre ou de réorienter vers les bonnes personnes. Super. Et ben, merci beaucoup, Anariel, pour tes retours. C'était un plaisir de t'avoir en première interview. Merci, Quentin. J'espère que on a été bien. Ouais, j'espère aussi. Et puis, et ça donnera à du monde l'envie de se former parce que franchement, c'est le point de départ pour bien se former. Bah oui, on n'oublie pas, c'est très important de se former quand on fait du no-code. Alors, faut pas non plus se surformer. Hein. À un moment, il faut quand même se lancer et faire ses projets. Toujours important de se former sur ces outils pour avoir le minimum de niveau requis pour pouvoir faire ses propres projets. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'aura plu, Anariel. Totalement, très belle interview, merci beaucoup. Et merci à toi aussi, et à une prochaine fois. À bientôt, au revoir. Salut.